Je ne parviens pas à trouver le sommeil. Cela fait déjà 10 lunes que je suis rentré, mais les images de la campagne qui vient de s'achever, je n'arrive pas à m'en défaire. La guerre contre Carthage avait mal débuté, les défaites contre Hannibal et ses éléphants de guerre, les nombreuses pertes causées à notre si puissante armée, le péril planant si proche de notre grande Rome, nous avaient pétrifiés, puis finalement galvanisés. Lorsque j'ai su avec mes camarades que notre légion était en partance pour la perfide Syracuse, nous exultions. Sur terre, nous étions faillibles, mais notre flotte, elle, commandée par notre désormais illustre général Marcius Claudius Marcellus, était invincible, la plus puissante du monde connu. Alors, le jour du siège de la cité de Syracuse, mes camarades et moi étions confiants. Que la victoire serait rapide et douce. Tant de gloire nous attendait. La flotte était magnifique. Plus de 50 quinquérèmes lancés à l'assaut des murs donnant sur la mer. Mais rapidement, notre ardeur se meut en terreur lorsque nous essuyâmes les premiers jets de projectiles. Nous fûmes percutés par des roches tellement massives qu'elles ne pouvaient avoir été projetées que par des géants. Quelle machine monumentale devait être à l'œuvre. Plus tard, alors que les pertes se faisaient inouïes et que la distance avec les murs de la cité se réduisit, nous fûmes fauchés par des projectiles plus petits, mais diablement plus précis que les premiers. Ces dangers passés, restaient les machines les plus terribles. Nous vîmes tout à coup sortir des tréfonds du Tartare, des mâts de bois au bout desquels pendaient des crochets. Ceux-ci, comme mus par la force du dieu Arès en personne, s'agrippaient à la proue de nos navires pour les soulever, comme s'il s'était s'agi de simples fétus de paille. Ceci fait, le mât basculait brutalement en avant, laissant nos navires s'enfoncer violemment dans l'eau. La terreur causée était tellement grande à bord, et la quantité d'eau qui s'engouffrait d'un coup était si colossale, que nos fiers quinquérèmes devenaient moins utiles que de simples radeaux de fortune. La retraite fut finalement annoncée alors que l'impossibilité de prendre Syracuse par la force s'imposait à nous. Sur terre, nos légions furent également tenues en respect par les mêmes machines infernales qui venaient de nous anéantir sur l'eau. À l'issue de cette déroute, nous pensions retrouver notre général dans une colère immense, mais bien au contraire. Il ne pouvait s'empêcher d'admirer la défense ingénieuse de la cité, tant de savants devaient être à la manœuvre. L'assaut frontal ayant échoué, je demeurai pendant 2 ans dans mon campement aux abords de la cité. Le blocus que nous avions mis en place devait affamer Syracuse, l'affaiblir et nous permettre de la prendre par la ruse. Et c'est finalement ce qui se produisit une nuit. Alors que la cité était ivre de fêtes et de danses, nous profitâmes d'une brèche dans la muraille pour pénétrer ses défenses. Cette nuit, le ciel et la terre furent rougis par le sang et les flammes. Le trésor que nous pillâmes dans la grande Syracuse était si merveilleux qu'il put tenir la comparaison à notre chère cité de Rome. Mais le lendemain, à l'aube, nous fûmes tous convoqués dans la cour du palais. Fière légion tachée de sang et de honte. Le général Marcellus, qui pourtant avait autorisé la mise à sac, semblait sombre et courroucé. Il nous annonça la mise à mort par l'un de nos camarades du seul et unique esprit à l'œuvre derrière les machines de guerre, nous ayant réduits à l'inaction pendant plus de 2 hivers. Mais loin de fêter cette nouvelle, notre illustre général semblait regretter qu'un homme de cette stature eût pu avoir une fin si misérable. J'ai par la suite entendu murmurer le nom de cet homme. Depuis, il ne me quitte plus. Peut-être avons-nous commis là un terrible affront envers les dieux en tuant un tel savant. Ce nom, je ne pourrais l'oublier. Le vieillard assassiné dans l'ombre de sa maison par la si glorieuse armée de Rome, c'était Archimède de Syracuse. En moins 227, Rome sort vainqueur de la première guerre punique qui l'oppose à Carthage. Pour la toute première fois, le futur empire romain étend ses frontières au-delà de l'Italie et s'empare de la Sicile. Tout le territoire est placé sous le contrôle direct de Rome, mis à part la cité grecque de Syracuse qui reste indépendante. Le roi Hiéron II ayant astucieusement joué au jeu des alliances. Cependant, au cours de l'automne moins 219, le Carthaginois Hannibal, qui a juré de laver l'affront infligé à sa cité, prend l'initiative d'un casus belli en s'emparant de la cité hispanique de Sagonte, alors alliée des Romains. Débute ainsi la Seconde Guerre punique, qui s'ouvre sur une fulgurante campagne d'Italie pendant laquelle les défaites romaines s'enchaînent sur leur propre territoire. En effet, Hannibal est parvenu à franchir les Alpes avec certains de ses célèbres éléphants de guerre et s'avance inexorablement vers la capitale romaine. Mais entre moins 212 et moins 209, le cours de la guerre s'inverse et les légions romaines parviennent à reprendre Capoue, puis Tarente et s'avancent finalement vers Syracuse, passée aux Carthaginois.
En effet, le roi Hieron II mort, son fils Geronimo, alors seulement âgé de 15 ans, a commis l'erreur de briser le traité qui le liait aux Romains et qui assurait à la cité une grande prospérité pour une alliance avec Carthage. C'est dans cette ville assiégée par les légions romaines que vit l'un, si ce n'est le plus illustre des savants que l'humanité ait engendré. Bienvenue sur la chaîne Cogito Ergo Sum et aujourd'hui nous allons mettre en lumière les travaux d'Archimède. Retracer la vie et l'œuvre d'Archimède n'est pas chose aisée. Comme à chaque fois qu'il s'agit de parler d'un savant grec sur cette chaîne, les sources historiques vont provenir essentiellement de récits réalisés par des historiens contemporains à l'époque dans laquelle vivait le savant, mais aussi dans une large mesure d'historiens qui ont vécu plusieurs siècles après la mort de leur sujet. À maintes reprises, comme vous allez bientôt le constater, de nombreux mythes et légendes ont été construits autour d'Archimède pour servir le propos des différents auteurs. Mais cela, nous en reparlerons un peu plus tard. Nous allons commencer par les faits biographiques les plus fiables. Et déjà, nous avons un problème. De la vie privée d'Archimède, les historiens modernes ne savent pas grand-chose. En effet, Plutarque, Vitruve, Diodore de Sicile et Cicéron, qui seront nos sources principales, parlent très peu de la personne que pouvait être Archimède. Ils se contentent de citer des passages d'une biographie écrite à la même époque, 1er, 2e siècle avant Jésus-Christ, mais qui a malheureusement été perdue depuis. Archimède serait donc né aux alentours de 287 avant Jésus-Christ à Syracuse, en Sicile. Son père, Phidias, aurait été astronome au palais de Hieron II de Syracuse. Il est d'ailleurs possible qu'il y ait un lien de parenté entre Archimède et la couronne. En effet, Archimède a bénéficié d'une éducation généralement réservée aux hautes sphères de la société grecque. Peut-être en compagnie de son père, mais certaines sources tentent à faire penser qu'il aurait étudié auprès du maître Euclide dans la très célèbre école d'Alexandrie en Égypte. Par la suite, il entre au service du roi Hieron II en tant qu'ingénieur et participera notamment à la défense de la ville de Syracuse vers la fin de sa vie. De ça, nous en reparlerons dans la suite de la vidéo. De sa vie privée, difficile d'en dire plus. Impossible notamment de dire s'il eut des enfants ou ait été marié. Plutarque rapporte néanmoins un récit qui permet de mieux cerner le personnage et son caractère. D'après lui, Archimède était tant investi dans ses travaux qu'il devenait l'activité principale dans sa vie de tous les jours. Il en oubliait même de satisfaire ses besoins vitaux. Plutarque dit « Il ne faut pas refuser de croire ce qu'on dit d'Archimède, que sans cesse attiré par la géométrie comme par une sirène domestique, il oubliait de boire et de manger et négligeait tous les soins de son corps. Traîné souvent par force aux bains et aux étuves, il traçait sur les cendres du foyer des figures géométriques, et sur son corps frotté d'huile, il tirait des lignes avec le doigt tant cette étude le ravissait, tant il était réellement possédé par la passion des muses. » Archimède est ainsi devenu un maître dans de multiples disciplines, à l'image de nombreux savants de l'époque. Il fut à la fois géomètre, physicien, mathématicien, ingénieur et parfois même philosophe. Il révolutionne tantôt la mécanique et l'hydrostatique, tantôt l'astronomie et l'art de la guerre. Il est aujourd'hui considéré comme le plus grand savant mathématicien de l'Antiquité. C'est cette incroyable diversité de travaux qui fait d'Archimède un personnage historique si fascinant. Ce que j'ai tenté de faire dans cette vidéo, c'est de découper son œuvre par discipline, et vous allez voir que pour chacune d'elles, correspond un ou plusieurs mythes qui ont été construits autour du savant dans le but d'illustrer les principes mathématiques et physiques, parfois très abstraits, ou simplement pour hisser Archimède au rang de figure légendaire. Ce qui est assez étonnant avec tous ces mythes et légendes vient du fait qu'ils ne servent pas à combler d'éventuels manques dans l'œuvre d'Archimède. En effet, des ouvrages qui lui sont attribués, il y en a beaucoup. Pour être exact, 12 traités nous sont parvenus, auxquels on peut ajouter pléthore de publications et d'extraits de correspondance avec de nombreux autres savants du monde grec. Comme vous le voyez, les sources ne manquent pas, et pourtant les historiens antiques vont rapidement ajouter aux découvertes théoriques bon nombre d'exploits et de coups de génie. Archimède est bien sûr connu pour ses travaux en hydrostatique. Il théorise notamment ce que l'on nomme aujourd'hui le principe d'Archimède, une des lois élémentaires en mécanique des fluides. Nous n'allons évoquer ce principe que par un exemple, mais retenez toujours qu'Archimède nous dit qu'un corps plongé dans un liquide subit une force qui s'oppose à la gravité et qui est équivalente en valeur au poids de liquide déplacé par le corps. Voici l'exemple. Vous plongez un bouchon de liège dans une bassine d'eau. D'après les lois de la physique, le bouchon ressent principalement l'action de deux forces,
Ces deux forces s'opposent et vont définir si le bouchon va remonter vers la surface de l'eau ou plonger plus profondément dans le liquide. La force qui l'attire vers le fond, ou plus précisément vers le centre de la Terre, est la force dite de pesanteur, ou poids, qui se note P. Le poids est dû à l'effet attracteur du champ de gravitation à la surface de notre planète. Sa valeur, donnée en newton, est égale à la masse du bouchon en kilogrammes, multipliée à G. G étant la constante de gravitation terrestre. Pour faire simple, prenons G égale à 10 mètres par seconde carrée. Pour calculer la masse du bouchon, nous allons nous servir d'une grandeur qu'Archimède a grandement contribué à théoriser. C'est la densité, c'est-à-dire la masse d'un objet par unité de volume. Pour le liège, nous prendrons la valeur 0,24 g par cm3, ce qui signifie qu'un cm3 de liège va peser 0,24 g, ou 240 mg. Admettons un bouchon de liège ayant ces dimensions. Ceci correspond à un volume de 20 cm3 environ, soit une masse totale de 4,8 g, soit 0,0048 kg. En reprenant la formule du poids, on trouve une valeur pour P de 0,048 N. La seconde force que ressent le bouchon est la poussée d'Archimède. Ce dernier nous dit qu'elle s'oppose à la pesanteur, donc qu'elle cherche à faire remonter le bouchon vers la surface. Archimède nous dit également qu'elle a pour valeur le poids de l'eau qui est déplacée par le bouchon. Dans l'eau, le bouchon déplace le volume d'eau qu'il occupe lui-même, c'est-à-dire 20 cm3 d'eau. La poussée d'Archimède vaut donc le poids de 20 cm3 d'eau. L'eau ayant une densité d'environ 1 g par cm3, cela nous fait une poussée d'Archimède de 0,2 N. On le voit ici, dans le cas d'un bouchon de liège, la poussée d'Archimède est plus grande que son poids. Ainsi, le bouchon va se déplacer dans le sens indiqué par l'addition des forces, c'est-à-dire vers le haut. C'est ainsi qu'un bouchon de liège va toujours remonter à la surface d'un volume d'eau. Ce que nous pouvons retenir, c'est que l'équilibre d'un objet dans un liquide dépend directement de la densité du ou des matériaux qui composent l'objet, de la densité du liquide, mais aussi de la forme de l'objet, du volume qu'il va occuper dans le liquide. En sa qualité d'ingénieur royal, Archimède a certainement reçu de nombreuses requêtes de la part du roi Hiéron II. L'une d'elles mérite le détour. D'après la légende, le roi aurait un jour lancé aux savants le défi de mettre au point un navire titanesque, le plus grand que le monde d'alors ait connu. Archimède s'exécuta et mit en pratique ses connaissances sur la flottabilité des corps pour participer à la mise au point du plus fantastique des bâtiments flottants de l'époque, le Syracusia. Il nous est rapporté que ce bateau aurait nécessité pour sa construction une quantité de matériaux équivalente à celle requise pour construire 60 navires de l'époque. D'après Motion de Phasélis, celui-ci pouvait transporter une charge de près de 2000 tonnes et jusqu'à 1942 passagers. Il possédait, entre autres aménagements excentriques, un manège, une bibliothèque, un salon luxueux, un gymnase ainsi qu'un petit temple dédié à Aphrodite. Le Syracusia était également conçu pour la guerre, puisqu'il était équipé d'une catapulte et d'une plateforme surélevée prévue pour les combats. Il pouvait également embarquer jusqu'à 200 soldats et chevaux. Ce monstre des temps anciens aurait été la preuve flottante de la justesse des théories d'Archimède sur les propriétés hydrostatiques des corps. Cependant, le navire était tellement massif qu'il nous est rapporté que celui-ci avait la fâcheuse tendance de prendre l'eau par le fond, l'eau s'infiltrant dans la coque sous l'effet de la pression engendrée par sa structure massive. Archimède l'équipa donc d'une invention qu'il a probablement rapportée de ses voyages à Alexandrie, la vis dite d'Archimède. Celle-ci permettait, et permet encore aujourd'hui, par un système très simple et ingénieux, de transporter de l'eau d'un niveau bas vers un niveau plus élevé. De cette manière, l'eau qui s'infiltrait était draguée de la cale vers le pont du Syracusia par une action mécanique en continu. Une autre histoire éminemment célèbre relative à Archimède participe activement à la mythification du savant. Il s'agit de l'épisode de la couronne en or du roi Hiéron II. Cette anecdote a été contée pour la première fois par l'architecte romain Vitruve au 1er siècle avant Jésus-Christ, puis reprise de nombreuses fois par la suite puisque tout à fait édifiante lorsqu'il s'agit d'affirmer le génie d'Archimède. Je vais essayer de vous la restituer le plus fidèlement possible. Le roi de Syracuse, heureux de la tournure d'une expédition militaire, décide de remercier les dieux en leur offrant une couronne faite d'or pur. La commande fut donc faite auprès d'un artisan qui communiqua au palais le prix attendu pour la quantité d'or utilisée afin de réaliser la couronne.
Et en effet, lorsque la couronne fut livrée au roi, elle faisait exactement le même poids que la quantité d'or prévue pour sa fabrication. Cependant, le monarque soupçonnant l'orfèvre de l'avoir trompé sur la composition de la couronne en remplaçant une partie de l'or par de l'argent, un métal moins coûteux, fit mander Archimède pour le défier de trouver une méthode astucieuse afin de déterminer la composition exacte de la couronne sans lui causer aucun dommage. Archimède avait là une tâche plus ardue qu'il n'y paraît. Notons dans un premier temps que la notion de densité des matériaux était bien connue des savants de l'époque. La méthode la plus aisée aurait alors été de fondre la couronne et de vérifier si le volume et la masse du métal fondu donnaient bien par division la densité attendue pour l'or. Et fort heureusement, la mesure de la masse de la couronne ne présente seule aucune difficulté. En revanche, pour le volume, cela s'avère bien plus compliqué, puisqu'il s'agit de la mesurer sans détruire ou fondre l'objet. Or à l'époque, il est encore impossible de calculer mathématiquement le volume d'un solide aussi complexe qu'une couronne. Mais à cette étape de la vidéo, vous vous en doutez bien, Archimède se montra une fois de plus digne de la tâche, et voici comment Vitruve rapporte la découverte qu'il fit de la solution et qui, vous allez le constater par vous-même, est encore plus connu que le problème qu'il résout. En pensant à son affaire, Archimède arriva par fortune au bain, où en entrant dedans une cuve pleine d'eau pour se laver, considéra qu'autant qu'il mettait de son corps dans la cuve, autant regorgeait-il de liqueur sur la terre. À cette cause, ayant trouvé la raison de ce qu'il cherchait, il ne fit plus long séjour en ses bains, mais en sortit ému de merveilleuse joie, et en courant nu devers sa maison, signifiait à haute voix qu'il avait trouvé le secret de sa charge, criant en grec « Eureka, Eureka », c'est-à-dire « Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé ». Et voici donc la solution qu'il proposa au roi de Syracuse. En plongeant intégralement la couronne dans un bac d'eau rempli jusqu'au rebord, une partie du liquide déborde et c'est ce volume d'eau qui s'échappe qui correspond exactement au volume de la couronne. En récupérant et en mesurant ce volume, on peut aisément calculer la densité moyenne de la couronne. De cette manière, Archimède découvre la supercherie en démontrant que la densité de la couronne est bien inférieure à celle de l'or pur. L'orfèvre a donc manifestement employé un autre métal dans son ouvrage. En l'occurrence, la couronne était entièrement d'argent et seulement plaquée d'or. Archimède fut également un grand mathématicien au sens physique du terme. Il s'est ainsi beaucoup intéressé à l'action des forces sur les objets et a mis au point ou a aidé à perfectionner les systèmes de levier et de poulies qui permettent de décupler la force disponible pour une action mécanique. Cette partie de l'œuvre du savant a particulièrement bien été documentée par le biographe Plutarque de Chéronée au 1er siècle de notre ère dans son œuvre Vie parallèle consacrée à Marcellus, le vainqueur de Syracuse. Bien qu'il s'agisse d'un récit séduisant du fait de son étonnante précision et de son exhaustivité, il n'en reste pas moins que Plutarque met l'aura d'Archimède et le flou autour du personnage au service de ses arguments. Il choisit de décrire ce dernier comme un pur géomètre, méprisant les réalisations techniques et matérielles. Toutefois, il ne peut s'empêcher d'accorder son récit avec ceux des historiens qui l'ont précédé, et notamment lorsqu'il s'agit de la mise au point par Archimède de nombreuses machines de guerre qui serviront à la défense de Syracuse assiégée. Mais pour Plutarque, ces ouvrages techniques ne constituent que de simples jeux de géomètres et ne sont le résultat que d'une commande de la part du roi Hieron. A-t-on déjà fait mieux qu'une catapulte pour vulgariser les mathématiques auprès du bon peuple ? Mais les travaux en mécanique d'Archimède ne se limitent évidemment pas à l'enrichissement de l'art de la guerre par de merveilleuses innovations techniques. Par exemple, Plutarque nous apprend que celui-ci prit un jour l'initiative d'écrire une lettre au roi, dans laquelle il fait une affirmation devenue célèbre à son tour. S'il y avait une autre terre où se tenir, je pourrais soulever celle-ci. Archimède suppose ainsi qu'avec une force donnée, même faible, il est possible de mettre en mouvement n'importe quelle masse à l'aide d'un système de levier et de poulies adapté et suffisamment résistante. À ce propos, voici le moment de vous faire part d'une nouvelle légende qui a trait à notre illustre sujet. En effet, en réaction à l'affirmation audacieusement faite par Archimède au roi, ce dernier aurait demandé au mécanicien de mettre au point une démonstration grandeur nature de son principe. Plutarque raconte ainsi que sur les ordres du monarque, un très grand navire fut tiré à terre par l'effort collectif intense d'une foule nombreuse. On chargea ensuite le bateau d'hommes et d'une lourde cargaison pour l'appesantir. Mais Archimède, grâce à un système de poulies démultipliant les forces, parvint sans problème à tirer sans à-coups le navire vers lui, tout en restant assis, et d'un geste tranquille, tout cela il le fit s'il vous plaît d'une seule main.
Bien que plausible, le récit de Plutarque n'est que très peu fiable puisqu'il existe de nombreuses versions divergentes au sujet de cette anecdote, et il sera difficile de définir ici le lien avec la réalité. Cela étant dit, cette histoire du halage du navire est à nouveau une parfaite illustration de ce qu'implique en termes d'application pratique le travail théorique fondateur d'Archimède. Nous avons parlé d'hydrostatique, nous avons parlé de mécanique et d'ingénierie, et pourtant après tout cela, il me reste tant à dire sur l'œuvre d'Archimède et sur les mythes qui font de lui un savant légendaire. J'aimerais vous parler du jour où le roi reçut l'un des tout premiers papiers de vulgarisation scientifique, dans lequel Archimède explique comment calculer le nombre de grains de sable contenus dans l'univers. J'aimerais vous parler de ses travaux en optique, et du miroir ardent qui lui aurait permis, selon la légende, d'incendier les navires de guerre romains assiégeant les murailles de Syracuse par la simple action des rayons du soleil. J'aimerais enfin vous parler de ses avancées dans la détermination d'une valeur approchée de pi et dans ses incroyables études consacrées au volume mathématique. Cependant, chers abonnés, la vidéo est déjà bien longue et il me reste à vous conter le dernier et ultime épisode de la vie d'Archimède. Je vous propose donc d'approfondir ces sujets dans de futures vidéos. Dites-moi en commentaire si cette idée est susceptible de vous plaire. Nous voici de retour en moins 214 alors que la seconde guerre punique fait rage. Après le ralliement de Syracuse à la cause carthaginoise, le consul romain Marcellus décide d'y amener ses légions et de l'envahir de force afin d'ajouter ce territoire, dernière terre de Sicile indépendante, au nombre grandissant des provinces conquises par Rome. Marcellus envisage une prise rapide de la cité par un assaut frontal des murailles, par la mer d'un côté et par la terre de l'autre. L'attaque par la mer est la plus documentée, c'est donc à celle-ci que nous allons nous intéresser. Du côté romain, Marcellus a rassemblé selon le chroniqueur Polybe une 60aine de vaisseaux, je cite, à 5 rangs de rames, pleins de soldats armés de flèches, de frondes et de javelots, afin de balayer les remparts. De plus, il dispose de 8 quinquérèmes, les navires les plus lourds de l'époque, attachés 2 par 2 et sur lesquels ont été préparés des tours d'assaut pour la prise des hautes murailles. Cet ensemble est appelé une sambuc, puisqu'il rappelle à ses contemporains l'instrument de musique du même nom. Pour que l'assaut soit un succès, il faut que les sambucs soient arrimés au mur de la cité assiégée par des systèmes de poulies et de crochets, jusqu'à ce qu'il soit possible de faire descendre une planche par-dessus le parapet pour que les soldats assiégeants puissent pénétrer les fortifications. La réussite de la prise de Syracuse dépend donc grandement de l'adresse des Romains à arrimer les sambucs à la muraille, les autres navires restant à bonne distance pour arroser de projectiles les défenseurs retranchés. Du côté syracusien, c'est Archimède en personne qui fut mandaté par le palais afin d'organiser la défense. Il mit donc en pratique ses fantastiques talents d'ingénieur afin de concevoir diverses machines de guerre, adaptées chacune à repousser chaque type d'attaque employé par les Romains. Pour les navires à distance qui étaient occupés à tirer des traits par-delà les murailles, il conçut des catapultes capables de lancer de grandes pierres. Cette arme, bien que peu précise, était d'une efficacité redoutable, d'autant plus qu'elle lançait leurs projectiles depuis une position surélevée. Pour les navires en approche et à courte distance, il prépara des machines lance-projectiles de plus faible dimension, probablement ce que l'on appellera plus tard des scorpions. Ceux-ci avaient pour rôle de projeter des projectiles de plus faible taille, mais dans une cadence plus soutenue et avec une bien meilleure précision. En raison de cette pluie de projectiles rendant impossible l'acheminement des sambucs vers les murailles, Marcellus dut prendre la décision d'une attaque de nuit. Pour cette seconde tentative, Archimède redoubla d'ingéniosité. Les sambucs, une fois au contact, les armes lance-projectiles devenaient inopérantes. Ainsi, la défense de Syracuse fut prévue de la manière suivante. Pour le harcèlement des troupes sur les quinquérèmes et dans les tours de siège, Archimède demande le percement d'ouverture dans les murailles à différentes hauteurs pour ne laisser le passage qu'au trait des archers, c'est ce que l'on appellera plus tard des meurtrières. Il prévoit également pour la destruction des structures de siège des bras amovibles au bout desquels il fixe des poids qui viennent heurter violemment les sambucs ou lâchent quelques lourdes pierres sur les ponts des quinquérèmes. Puis enfin vient l'emploi d'une arme devenue célèbre du fait de son allure extraordinaire, mélange de systèmes de poulies, de bras de levier et de condensés de génie. On l'appelle la griffe d'Archimède. Voici ce qu'en dit Tite-Live dans son œuvre romaine. Si quelques vaisseaux s'approchaient pour être au-deçà du jet des machines, un levier établi au-dessus du mur lançait sur la proue de ces vaisseaux une main de fer attachée à une forte chaîne. Un énorme contrepoids en plomb ramenait en arrière la main de fer qui, enlevant ainsi la proue, suspendait le vaisseau droit sur la poupe. Puis par une secousse subite le rejetait de telle sorte qu'il paraissait tomber du mur. Le vaisseau, à la grande épouvante des matelots, frappait l'onde avec tant de force
que les flots y entraient toujours, même quand ils retombaient droit. Les machines de guerre d'Archimède étaient d'une efficacité redoutable, d'autant plus qu'elles affectaient considérablement le moral des soldats romains. Ainsi Plutarque raconte. Enfin, Marcellus, voyant les Romains si effrayés qu'à la vue seule d'une corde ou d'un pieu de bois qui paraissait sur la muraille, il tournait le dos et prenait la fuite en criant que c'était quelque nouvelle machine qu'Archimède allait lancer contre eux, cessa toutes les attaques et changea le siège en blocus. C'est ainsi que l'attaque par la mer fut déjouée, et les pertes romaines furent suffisamment importantes pour que Marcellus, après avoir tenu conseil, décide de ne plus tenter de prendre Syracuse par la force. Le blocus qui fut décidé dura 2 ans. Il avait pour but d'affamer la cité et d'attendre une opportunité afin de prendre les murailles par la ruse. Plutarque raconte que cette opportunité prit la forme d'une célébration en l'honneur de Diane, déesse de la chasse, qui occupa une bonne partie de la ville par des festins et divers plaisirs. Marcellus profita de cette baisse de vigilance pour enfoncer une partie de la muraille et pour pénétrer dans la cité sans qu'aucune résistance valable n'ait eu le temps de s'organiser. Les chefs de l'armée romaine laissèrent alors la cité à la merci des pillages, viols et destructions qui ne tardèrent pas de ravager Syracuse. C'est dans cette grande agitation qu'eut lieu l'événement le plus marquant de cette ultime journée. Archimède, selon la légende, était tant absorbé dans la résolution d'un problème mathématique qu'il n'aurait pas pris conscience que la cité qu'il avait vue naître était en train de tomber. L'homme, alors âgé de 75 ans, traçait des figures géométriques selon les sources tantôt dans le sable de la plage ou sur le sol de sa maison, et c'est dans cette position que beaucoup jugeront peu digne de la fin d'un si grand personnage qu'il fut assassiné. Voici le récit qu'en fait Plutarque. Tout à coup, il se présente à Archimède un soldat qui lui ordonne de le suivre pour aller trouver Marcellus. Il refuse d'y aller jusqu'à ce qu'il ait achevé la démonstration de son problème. Le Romain, irrité, tire son épée et le tue. D'autres disent qu'un soldat étant allé d'abord à lui, l'épée à la main pour le tuer, Archimède le pria instamment d'attendre un moment, afin qu'il ne laissât pas son problème imparfait, et que le soldat, qui se souciait fort peu de sa démonstration, le perça de son épée. Mais ce qui est avoué de tous les historiens, c'est que Marcellus fut très affligé de sa mort, qu'il eut horreur du meurtrier comme d'un sacrilège, et qu'ayant fait chercher les parents d'Archimède, il les traita de la manière la plus honorable. Et c'est ainsi que se termine notre récit du jour. J'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Je tenais à souhaiter la bienvenue aux tout nouveaux abonnés de la chaîne qui a connu ces derniers jours un essor incroyable. Merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements, surtout merci pour vos partages. Comme toujours, les sources principales qui m'ont permis d'écrire cette vidéo sont en description. En attendant de vous parler de nouveau, je vous souhaite de rester curieux et vous dis à très bientôt sur la chaîne Cogito Ergo Sum.